Je m'appelle Nathalie Pinède, je suis professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université Bordeaux-Montaigne. J'enseigne principalement à l'IUT Bordeaux-Montaigne dans le département information et communication et je suis aussi rattachée au laboratoire MICA, médiation, information, communication et art. J'ai beaucoup travaillé sur les usages des dispositifs numériques. Et à partir de, je dirais, de la fin des années 2000, 2010, je me suis intéressée aux usages du numérique pour les personnes en situation de handicap. Et j'ai découvert aussi à ce moment-là tout un monde, je dirais, d'impensés sur le fait que le numérique, encore une fois, je globalise, mais on est dans quelque chose qui est très globalisant aujourd'hui, sur le fait que le numérique semblait aisé, facile, accessible à tout le monde. C'est loin d'être le cas, il y a beaucoup d'inégalités, et donc moi j'ai particulièrement travaillé la question des inégalités en lien avec pour les personnes en situation de handicap, avec des situations de handicap qui peuvent être très variées, de handicap visuel, cognitif, auditif, etc., qui finalement à chaque fois posent des problématiques singulières dans la manipulation des outils, dans la manipulation des interfaces, des interactions, et puis dans l'accès aussi au contenu et aux services. En fait, il y a un cadre normatif et réglementaire qui est présent depuis bien longtemps. Le cadre normatif, il date même de la fin des années 1990. Je pense notamment à ce qui est en lien avec l'accessibilité web, puisque Tim Berners-Lee, le père fondateur du web, a souhaité que le web soit accessible de façon universelle et dans une vision très universaliste aussi de l'accessibilité. Mais dans cette vision universaliste, il y avait aussi l'accès à toutes et à tous, notamment en lien avec les questions de handicap. Donc très vite, dès la fin des années 1990, on a des groupes de travail qui se sont mis en place et qui ont travaillé sur l'établissement de recommandations, les WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, qui sont devenues ensuite normes ISO, qui ne cessent d'évoluer au fur et à mesure aussi des évolutions technologiques et des évolutions de pratiques aussi au niveau du numérique. Donc on a un cadre normatif qui est ancien, qui a été porté au niveau international, qui est décliné en France sous la forme du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Et en France, le cadre réglementaire et normatif, il est installé depuis 2008. Donc on a vraiment 2005 pour la loi fondatrice du handicap, et ensuite il y a eu une série de décrets, je dis 2008, ce serait plutôt 2009 d'ailleurs, pour un décret d'application qui a vraiment obligé à mettre en place une accessibilité qui était alors réservée aux services publics et la communication externe. Et en fait, ces obligations réglementaires en France, elles se sont de plus en plus durcies au fil des années. Néanmoins, malgré la présence de ce cadre, qui ne cesse d'évoluer, qui ne cesse de poser des contraintes qui s'appliquent aussi aux espaces numériques de travail internes, qui s'appliquent désormais aux grosses entreprises, par exemple, malgré cette évolution et ce resserrement des obligations réglementaires, c'est vrai que dans les pratiques, l'accessibilité numérique, c'est-à-dire le fait vraiment de rendre ou de veiller à ce qu'il y ait des outils, des alternatives qui soient proposées pour que les contenus et la manipulation, encore une fois, ou les interactions dans les services numériques proposés soient accessibles à tous, quelles que soient ces caractéristiques personnelles. Et bien malgré tout, ça peine à s'incarner dans les pratiques, en France notamment. Le problème, c'est que l'accessibilité numérique, elle est vécue comme une contrainte par, effectivement, nombre de concepteurs, de développeurs qui, de toute façon, ne sont pas formés à l'accessibilité numérique.
Et ça, c'est vraiment un regard qu'il faut déconstruire, parce que c'est pas une contrainte, c'est un droit, c'est un devoir, et c'est une obligation réglementaire aussi. Mais au-delà de l'obligation réglementaire, voilà, c'est le fait de penser de penser à tous les usagers, à toutes les usagères du numérique. Et donc là, vraiment, il y a un angle mort au niveau français, en tout cas quelque chose qui peine vraiment à se mettre en place. Il y a une petite évolution quand même depuis, peut-être liée au Covid, c'est peut-être une des raisons, où là, il y a quand même quelque chose qui devient... qui commence à se diffuser. Il y a eu beaucoup aussi d'alertes qui ont été lancées par des fédérations, des associations de personnes en situation de handicap. Je pense notamment à la Fédération des aveugles de France. Et beaucoup d'alertes qui ont été lancées. Et là, on commence à voir émerger quand même cette question-là dans l'agenda, et ça commence à venir un petit peu, je dirais, percuter un peu aussi des questions de gouvernance. Mais voilà, pour moi, ça reste quand même... Il y a beaucoup de travail à faire. C'est un combat qui n'est pas gagné. Et c'est un combat qui me paraît extrêmement important au vu de la place qu'occupe le numérique aujourd'hui. On est quand même, par exemple en France, dématérialisation massive des services administratifs en ligne. Là aussi, il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais au début des années 2020, il y avait à peu près, je crois que c'était 13% des services qui étaient accessibles. Il y a un travail qui se fait, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore nativement intégré. Pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant dans la vision que cela finalement renvoie de cette impensée du numérique, et puis de cet oubli aussi de toute une partie de la population qui pourtant est loin d'être négligeable et qui ne doit pas être négligée. J'ai l'intention d'aller de faire une mobilité au Canada, au Québec, parce qu'ils ont vraiment des politiques qu'ils appellent EDI, équité, diversité, inclusion, qui sont très très ancrées vraiment de façon viscérale, je dirais, dans toute leur politique et dans tout le tissu social. Mais j'aimerais bien étendre cette comparaison internationale. Effectivement, il y a les pays de l'Europe, il y a aussi les pays africains, nord-africains. Je pense au Maroc par exemple, qui est aussi qui fait partie des pays qui sont vraiment dans une impulsion très forte, notamment par rapport au numérique, avec une explosion démographique, un accès aussi à l'enseignement supérieur qui se déploie de façon assez incroyable. Et donc là aussi, ça peut être intéressant de voir comment sont abordées ou pas ces questions d'accessibilité numérique. Et puis évidemment, il y a aussi un autre terrain qui a malheureusement surgi, c'est celui des États-Unis, qui est dans une posture de régression massive par rapport à ces questions sociales majeures, puisque un certain nombre de programmes de recherche sont désormais suspendus, voire interdits, et parmi ces des questionnements de recherche, et parmi ceux-ci, il y a les questions de genre, les questions de réchauffement climatique, mais aussi les questions d'inclusion et de handicap. Donc là aussi, il y a quelque chose que je voudrais étudier sur cette régression sociale majeure, à mon sens, qui est absolument délétère, et qui montre à quel point aussi ces questions-là, elles sont fragiles. Je disais tout à l'heure que le combat n'est jamais gagné. Le combat n'est vraiment pas gagné. On voit comment très très vite un édifice peut s'écrouler. Et tous les programmes équité, diversité, inclusion dans les universités ont été révoqués aux États-Unis. Donc là, voilà, il y a ce terrain-là que j'aimerais aussi beaucoup étudier de façon plus fine par rapport aux textes réglementaires, par rapport aux situations aussi en fonction des États. Donc là, c'est un terrain que j'aurais aimé ne pas voir surgir, mais hélas, il a surgi.